Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, dépendant de votre euh, loca- localité, votre position dans le monde. Nous sommes ici à 15 heures, actuellement dans la ville de Chicago. Avant toute chose, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous inscrire sur notre chaîne. N'oubliez pas aussi de partager la vidéo. N'oubliez pas aussi d'aimer. Euh, nous voulons continuer par la lancer, à répondre aux questions auxquelles nous avons reçues sur notre page YouTube. Je crois que nous avons deux questions essentielles aujourd'hui auxquelles nous voulons répondre. Il y a une question qui est venue près de deux fois. C'est la question du permis de travail lorsqu'on est déjà aux États-Unis. Première des choses que je dois clarifier aujourd'hui, je crois que nous l'avions déjà dit dans le passé, il faudrait le répéter. Il n'y a aucun moyen pour demander l'asile lorsqu'on n'est pas encore sur le territoire américain. Il n'y a aucun moyen pour demander l'asile aux États-Unis lorsqu'on n'est pas encore sur le territoire américain. Il n'y a pas un visa de demande d'asile. On ne demande pas d'asile hors des États-Unis. Vous pouvez avoir un visa visiteur et arriver aux États-Unis, même le lendemain, vous allez demander l'asile. Il n'y a pas de problème pour ça. Vous pouvez demander l'asile à l'aéroport lorsque vous descendez aux États-Unis. Mais il n'y a aucun visa par lequel vous allez demander l'asile. Nous avons déjà parlé auparavant dans nos vidéos précédentes de différents types de visas. Nous avons déjà parlé des visas touristiques. Nous avons aussi parlé des visas étudiants et consorts. Il y a un domaine dans lequel nous n'avons pas eu l'opportunité de discuter. Je crois même que nous en avons parlé brièvement dans l'une de nos vidéos, c'est-à-dire des visas d'emploi. Et nous, la plupart du temps, dans nos pays africains, nous nous focalisons beaucoup plus sur les visas de famille, c'est-à-dire les green cards par le lien familial. Et puis, nous nous focalisons aussi sur les visas de visite simplement. Il y a aussi les visas de travail. C'est vrai, c'est compliqué. Il y a une catégorie de visas de travail qui est destinée à certains pays spécifiques. C'est-à-dire que les États-Unis ont des accords avec certains pays. Par exemple, le Mexique, qui est un pays d'à côté, la France, d'autres pays, l'Afrique du Sud, par exemple, peut-être, où vous avez l'opportunité de venir travailler ici temporairement et vous allez retourner dans votre pays. Donc, cette catégorie de visas ne concerne pas tous les pays, peut-être les pays africains et consorts, mais il y a quand même d'autres catégories de visas qui sont des visas de travail auxquels on peut bénéficier. Nous allons nous aurons déjà l'opportunité de parler de tous ces visas-là un à un pour voir dans quelle mesure où nous pouvons alternativement regarder ailleurs, pas forcément l'asile, pas forcément visa touristique. Il y a aussi les green cards, les cartes vertes qu'on peut recevoir par le biais sans être marié ou avoir un lien de famille avec un Américain. Par exemple, lorsqu'on est sportif et qu'on a eu l'opportunité de gagner des médailles, ou bien on est exceptionnel, on est talentueux dans certains domaines, nous pouvons demander ou soit un visa, c'est le visa O1 par exemple. Visa O1, c'est pour les talentueux. Et au même moment, il y a aussi une catégorie de green card qu'on appelle EB1. Ou soit on fait un visa ou bien on fait EB1 par exemple. C'est pour les talentueux. Les gens qui ont des dons exceptionnels. Ou bien, oui, exceptionnels. Ces gens par exemple peuvent demander leur green card pour vivre aux États-Unis.
parce que les États-Unis ont besoin de leur talent, par exemple. Il y a des gens qui ont aussi, qui ont beaucoup étudié, par exemple, qui sont des enseignants. Il y a des visas pour les enseignants de l'université, des chercheurs qui peuvent venir ici, vivre aux États-Unis parce qu'ils sont chercheurs. Vous devez démontrer votre capacité intellectuelle aux États-Unis, que vous voulez vendre aux États-Unis, combien vous pouvez contribuer comme valeur au pays, et qui va vous donner quand même l'accès ou soit à un visa ou bien à la carte verte directement. Vous voyez, donc nous aurons l'opportunité de rentrer en détail dans tous ces domaines-là pour qu'on puisse regarder ailleurs, pas forcément l'asile et pas forcément la question de mariage et consort. Maintenant, retournons à nos moutons, comme on dit dans certaines langues. Il y a quelqu'un, par exemple, qui a demandé à combien de jours on reçoit sa carte de travail après avoir fait l'empreinte digitale. Il faut dire que ces derniers temps, c'est très rapide. Il faut comprendre que l'empreinte digitale que nous faisons, c'est souvent lorsqu'on dépose sa demande d'asile qu'on demande que la personne aille faire les empreintes digitales. Maintenant, nous avons déjà compris que après 150 jours qu'on a déposé sa demande d'asile, on peut demander son permis de travail. Mais comprenons aussi que le permis de travail ne viendra qu'après 180 jours qu'on a déposé le dossier d'asile. Ce permis de travail peut venir un jour après 180 jours, 2 semaines après 180 jours. Tout ça là, un mois après 180 jours, ça dépend de le volume du travail qu'ils ont, mais il faut dire que ces derniers temps, ça va très rapidement. Donc, déjà 6 à 7 mois après avoir déposé la demande d'asile, l'on peut espérer son permis de travail. Quelqu'un a demandé à ce qu'on les aide sur les questions d'asile politique, spécialement parce que nous qui venons d'Afrique, sachant que nous venons d'Afrique, bon, pour les questions d'asile, que ce soit Afrique ou pas, ça importe peu. Lorsque vous voulez des détails sur l'asile politique, par exemple, les États-Unis ont des informations. Leur ambassade, l'ambassade des États-Unis dans chaque pays du monde, travaille avec diligence sur la situation politique du pays. Et il y a un rapport qui se fait chaque année. Il y a comme les organisations des droits humains qui font leur rapport sur chaque pays, qui disent combien de fois le pays, là, par exemple, respecte les droits de l'homme. Vous voyez. Il y a aussi les États-Unis en tant que pays qui font aussi leur rapport. Ce rapport-là se fait chaque année. Ils disent ce qu'ils pensent de la situation politique, économique et sociale du pays. Et économique aussi, vous voyez. Donc, ils donnent tous ces détails-là par rapport à chaque pays. Donc, le gouvernement américain a déjà des informations sur ce pays-là en réalité. Maintenant, lorsque quelque chose vous arrive, on ne vient pas aux États-Unis, par exemple, pour demander l'asile parce que mon pays va mal. Mais l'asile, c'est par rapport à ce qui vous est arrivé à vous. Vous devez pouvoir étayer ce qui vous est arrivé, peut-être pas des journaux. Est-ce qu'il y a un journal qui a parlé de vous? Si vous avez un journal qui a parlé de vous, vous pouvez utiliser ce journal-là pour montrer que voilà, ceci m'est arrivé et les journaux l'ont couvert. Vous voyez, vous appartenez à un parti. S'il y a déjà, par exemple, sur Internet, des informations sur ce qui est arrivé, ça vous rend la tâche facile. Vous allez sur Internet, vous allez chercher ces informations-là. Mais, je le répète, spécifiquement vous qui êtes en train de demander cet asile-là, qu'est-ce qui vous est arrivé, vous? Ce n'est pas ce qui est arrivé dans le pays. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Et si vous avez des témoins,
Ces témoins-là vont vous aider à gagner votre asile. Vous voyez. Mais on ne sera pas fatigué de le dire. L'histoire, les détails que vous donnez dans l'histoire. Nous rencontrons souvent les gens qui disent oui, j'ai été arrêté, j'ai fui mon pays parce que oui, je suis de l'opposition et c'est pourquoi je viens demander l'asile. Ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire. Vous êtes de l'opposition. Quel jour vous avez été attaqué, par exemple? Combien de fois vous avez été attaqué? Qui vous a attaqué? Vous voyez? Est-ce que vous avez attaqué à cause de votre opinion politique? Vous devez pouvoir donner tous ces détails-là. Par exemple, d'autres disent parce que mon mari fait partie du gouvernement et à cause de ça, je vais demander l'asile, mon mari m'a maltraité. Comment est-ce que vous pouvez prouver ce qui vous est arrivé, que c'est politique par exemple? Ou bien parce que vous êtes une femme, c'est pourquoi ça vous est arrivé? Je donne simplement des exemples. Ou bien c'est à cause de votre race, ce qui vous est arrivé. Il ne suffit pas que quelque chose vous arrive un jour, au lendemain, et vous venez, oui, c'est une atrocité. Ce n'est pas toute atrocité qui vous qualifie pour demander l'asile. Mais l'atrocité là doit avoir rapport, vous est arrivé parce que, par exemple, à cause de votre opinion politique, ou bien à cause de votre religion, ou bien parce que vous êtes membre d'une ethnie, par exemple. Nous posons l'exemple du Cameroun où les gens sont maltraités parce qu'ils viennent du nord ou bien du sud du Cameroun, je ne sais pas, ou bien parce qu'ils viennent de la zone anglophone, c'est pourquoi ils sont terrorisés, par exemple. Je donne simplement l'exemple, je n'ai pas souvent mentionné des pays, mais nous avons vu ça et les États-Unis se sont rendus compte que la situation au Cameroun, ça ne va pas, par exemple, et ils ont créé un statut temporaire pour le Cameroun. Même parce qu'ils ont créé un statut temporaire pour le Cameroun et les Haïtiens ne veut pas dire tous les Haïtiens et les Camerounais vont gagner l'asile. Mais lorsque vous êtes Camerounais, qu'on vous donne un statut temporaire, c'est général. Mais vous, en tant qu'individu, vous demandez l'asile. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous devez pouvoir expliquer en détail ce qui vous est arrivé. Quelqu'un, par exemple, bon, on m'a frappé dans ma famille. Est-ce que parce que votre famille vous a créé des problèmes, votre famille peut commettre de l'atrocité sur vous? Mais ce qui est important, c'est que pourquoi? C'est pour quelle raison cette histoire-là vous est arrivée? Et la raison doit être soit politique, la raison doit être peut-être parce que, à cause de votre nationalité, à cause de votre peau, parce que vous êtes noir, c'est-à-dire votre race. Donc, ça là, c'est très important que vous puissiez lier ce qui vous est arrivé comme atrocité, comme persécution, à tous ces critères-là, c'est-à-dire cette catégorie pour laquelle qui vous qualifie pour l'asile. Donc, ce qui vous est arrivé là, c'est important, mais est-ce que ça remplit les conditions politiques, par exemple? Et à cause de votre orientation sexuelle, c'est pourquoi la chose vous est arrivée. Donc ça là, votre histoire doit refléter cela. Vous voyez, on ne dit pas simplement parce que je viens d'une région, ou bien on m'a frappé dans mon pays, ou bien les gangs m'ont attaqué. Mais les gangs attaquent ici aux États-Unis aussi. Est-ce que cela veut dire que vous allez fuir les États-Unis parce que les gangs vous ont attaqué? Mais ces gangs-là qui vous ont attaqué, ils attaquent tout le monde. Pourquoi votre situation est particulière? C'est là la question. Maintenant, est-ce que c'est à cause de votre opinion politique, par exemple, que les gangs vous ont attaqué? Là, vous liez ce qui vous est arrivé par rapport à votre opinion politique. Est-ce que c'est parce que vous venez du sud, par exemple, que les gangs vous ont attaqué? Vous liez ce qui vous est arrivé à votre nationalité. Est-ce que c'est parce que vous êtes blanche ou bien vous êtes noire que les gens vous ont attaqué? Là, vous liez ça à votre race. Donc, il va falloir pouvoir donner ces détails-là pour pouvoir gagner l'asile. L'histoire de votre atrocité ou bien une attaque qui a été
commises en votre personne ne suffit pas, hein, si vous n'attachez pas à toutes ces catégories qui vous permettent de gagner l'asile. Nous allons arrêter ça là. Une fois encore, merci pour votre attention. N'oubliez pas de vous inscrire, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas aussi d'aimer. Que Dieu vous bénisse. Merci.